Le colonel Seyss Herbo n'est plus l'ex-président de la Haute-Volta de 1980 à 1982 a tiré sa révérence à Ouagadougou. Le colonel Seyss Herbo est décédé ce matin même des suites de maladies dans une clinique de la capitale. Il avait 81 ans. Dès l'annonce de la triste nouvelle, amis, frères d'armes et connaissances se sont rendus au domicile du défunt 6 au quartier Ouidi de Ouagadougou. Focus sur le parcours de l'illustre personnage dans ce journal. C'est le seul titre de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. La triste nouvelle nous est parvenue il y a quelques heures. Le colonel Seyss Herbo n'est plus depuis cette matinée du 19 septembre 2013. La maladie et le poids de l'âge ont eu raison de cet illustre personnage qui a marqué l'histoire de la Haute-Volta et du Burkina Faso, Karim Namouano. Le colonel Seyss Herbo n'est plus. Ancien président de l'ex-République de Haute-Volta, il a tiré sa révérence très tôt ce matin à la polyclinique du cœur des suites de maladies. Né le 27 août 1932 à Tougan, il quitte ce monde à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui une épouse, 8 enfants, une vingtaine de petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants dans la douleur. C'est lui qui a tout fait pour nous, les petits frères, les petites sœurs. L'école, vraiment, c'est lui qui a aidé tout le monde à aller de l'avant. C'est notre couverture, vraiment. Il est parti, c'est la douleur qui nous étreint seulement. J'aurais aimé que nos enfants profitent plus de lui, mais comme c'est un homme de Dieu, et je sais qu'aujourd'hui, il est avec le Seigneur, il est auprès du Seigneur, et il n'a pas souffert. Et hier encore, il plaisantait sur son lit d'hôpital. Il a toujours montré la force, la vie. Et ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment sa foi en Dieu et puis son honnêteté. C'est ça. Dès l'annonce de la triste nouvelle, parents, amis et frères d'armes se sont rendus au domicile du défunt au quartier Ouidi de Ouagadougou. C'est un grand modèle pour nous. Il a été un grand chef pour les forces armées de façon générale et en tout cas parmi nos anciens, c'est une référence. Pour l'heure, le programme des obsèques n'est pas encore défini. Ce que l'on peut affirmer, c'est que le colonel Seyss Herbo aura droit à des honneurs militaires suivis de l'enterrement sur les terres qui l'ont vu naître en 1932, Tougan. En effet, Karim Patrick Namouano, l'homme que la terre de Tougan dans le Sourou a vu naître en 1932, a fêté le 27 août dernier 81 années d'existence. Le colonel Seyss Herbo, arrivé à la tête de la Haute-Volta en 1980 par un coup d'État, s'est éteint ce jour même donc à la clinique du cœur de Ouagadougou. Évariste Kombari revient sur le parcours du militaire et homme politique qui a marqué l'histoire du pays. La nouvelle est tombée ce matin. L'ancien président du Burkina Faso, le colonel Seyss Herbo, est mort. L'homme que pleure l'armée et le peuple burkinabé est militaire de profession. Ancien enfant de troupe à Saint-Louis, au Sénégal, de 1948 à 1950, le jeune Prytanne est engagé dans l'armée coloniale française en 1950. Soldat, il prendra part à la guerre d'Indochine. Au terme de la guerre et à la faveur de l'africanisation des cadres, Seyss Herbo intègre l'école de formation des officiers d'outre-mer. Il en ressortira avec le grade de sous-lieutenant. L'officier va ensuite gravir les échelons pour devenir lieutenant-colonel en 1970. De 1974 à 1982, Seyss Herbo quitte la caserne pour la politique. On le retrouve ministre des Affaires étrangères du général-président Sangoulé Lamizana. En 1976, le colonel Seyss Herbo regagne la caserne. 4 ans plus tard, à la tête du comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, il renverse par coup d'État le général-président. Chef d'État, le colonel Seyss Herbo, que certains appelaient aussi l'homme du 25 novembre, va effectuer en 1981 une vaste tournée nationale à la rencontre des Burkinabés de l'intérieur, arrêtant même dans les hameaux de culture les plus reculés et dans les plus petits villages du Burkina Faso pour échanger avec la masse paysanne. Le règne de Seyss Herbo sera aussi marqué par des mesures aussi impopulaires les unes que les autres, comme la fermeture des débits de boissons
et les bistrots aux heures ouvrables, mais aussi par l'interdiction des Burkinabés d'émigrer sans autorisation. Cézerbo et le comité militaire de redressement pour le progrès national se sont aussi attaqués à l'absentéisme dans la fonction publique. Toutes ces mesures ont précipité la chute du colonel, renversé le 7 novembre 1982 par un coup d'État perpétré par le Conseil du salut du peuple du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Arrêté puis jugé par les TPR, les tribunaux populaires de la Révolution, le colonel Cézerbo connaîtra la prison et la résidence surveillée. Réhabilité, le colonel Cézerbo deviendra protestant et même pasteur. Nous reviendrons plus en détail sur le décès de l'ancien chef d'État dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons cette édition avec l'envie qui anime en ce moment le réseau de parlementaires chargés du suivi de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD. À cet effet, une rencontre a été initiée conjointement avec la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles. La réflexion poussée, des défis ont été identifiés pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement au Burkina. Le point avec Oumari Mogmenga et Sylvain Vebamba. Après 2 jours d'analyse et de synthèse sur la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD au Burkina, participants et formateurs tirent des motifs de satisfaction. Les travaux se sont bien déroulés, nourris de débats, surtout que ça concerne un thème d'actualité, je vais dire les OMD, qui donne un sens assez large à notre vécu quotidien. Nous sortons vraiment avec un sentiment très positif, vu l'intensité des échanges et surtout l'assiduité des parlementaires qui ont été vraiment assidus tout au long de ces 2 jours. Une assiduité qui a permis aux élus d'en tirer des leçons. Nous avons compris qu'il y a eu des avancées, mais il y a toujours des difficultés auxquelles les parlementaires comme nous pouvions apporter notre contribution pour que les OMD qui n'ont pas reçu de résultats positifs puissent être revus et que d'ici 2015, les choses puissent aller mieux. Et nous, en tant que réseau, nous avons une feuille de route sur laquelle nous pouvons évoluer pour aider le gouvernement à l'atteinte des objectifs. Les parlementaires que nous sommes avons très bien perçu quel doit être notre rôle en matière d'interpellation, en matière de plaidoyer et en matière effectivement d'accompagnement du gouvernement par rapport à tous ces aspects. Les députés ont par ailleurs souligné la nécessité de renforcer la mise en œuvre des projets et programmes et ont appelé à la définition d'un agenda post-2015 sur les OMD pour un développement durable. Au département en charge de l'agriculture, l'on s'attend à plus de rigueur en matière de pièces justificatives des dépenses. C'est pourquoi le ministère procède à la formation de l'ensemble de ses gestionnaires financiers sur les nomenclatures des pièces justificatives. L'ouverture de la session de formation a permis de situer les enjeux de cette démarche. Les précisions avec Adama Koulibaly. La transparence dans la gestion des fonds publics exige de ces gestionnaires financiers de fournir des pièces justificatives de toute dépense. Des procédures administratives souvent compliquées et évolutives qui demandent une mise à niveau constante des financiers. Cette session de formation voulue par la Direction des affaires administratives et financières du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire entend permettre à ces gestionnaires financiers de l'administration et des projets et programmes de rester toujours dans la légalité. Lorsqu'on envoie des pièces justificatives, qu'il n'y ait pas des erreurs, qu'il n'y ait pas vraiment... Il faut tenir la comptabilité en tant que bon gestionnaire, étant entendu que l'argent que nous utilisons, c'est l'argent de l'État, ou bien souvent c'est l'argent des partenaires, pour que nous arrivons à bien rendre compte de l'utilisation des fonds qui nous sont destinés. Au cours de cette semaine de formation, ces gestionnaires financiers vont revisiter toutes les procédures administratives légales pour fournir des pièces qui ne souffrent point d'irrégularité. Pour cela, ils vont allier théorie et cas pratique sur le respect du règlement. Nous allons voir ce que nous appelons la nomenclature des pièces justificatives, qui est un répertoire qui donne en fonction de la nature des dépenses quelles sont les pièces qu'il faut produire pour qu'on dise que cette dépense est justifiée. Ensuite, nous allons voir de façon détaillée
Voilà un autre module qu'on appelle la normalisation des pièces justificatives. C'est que nous allons prendre chaque pièce justificative et dire quels sont les contenus détaillés de cette pièce. Comment est-ce que cette pièce-là doit être présentée pour qu'on dise que c'est une pièce qui est régulière et qui est légale. Cette formation assurée par la Direction générale du budget est la première d'une série de mises à niveau des financiers du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. La science au service de l'eau et de l'alimentation, l'heure est au bilan du programme dédié à ce défi. Des scientifiques ont poussé les recherches sur le stockage et l'utilisation de l'eau dans 6 bassins du monde, dont celui de la Volta au Burkina. À Ouagadougou, l'ambiance était studieuse au cours d'un atelier qui a réuni la communauté scientifique d'une part et les politiques de l'autre autour des résultats obtenus. Ramatouzida. C'est le couronnement de plusieurs années de recherche dans le domaine de l'eau et du développement. Ces chercheurs se sont lancés le défi de trouver des solutions aux problèmes de stockage de l'eau et l'alimentation dans 6 bassins du monde, dont celui de la Volta au Burkina Faso. Il s'est agi dans ce programme dénommé Défi pour l'eau et l'alimentation de développer et de mettre en œuvre des idées novatrices pour pallier l'insuffisance de l'eau avec ses conséquences sur la production agricole. Au cours de cette rencontre, les chercheurs ayant participé à ce programme vont faire le point des résultats atteints. Et puis, nous aurons une 3e journée un peu particulière où nous allons sous forme un peu plus ouverte jeudi matin, partager un peu les connaissances, les innovations, convier un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec nous, mais pas nécessairement des chercheurs, à partager leurs innovations dans ce que nous appelons une foire aux connaissances. Et puis l'après-midi, nous aurons un panel de haut niveau avec des responsables politiques. Les chercheurs peuvent déjà compter sur le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement du Burkina Faso. Car elle est convaincue que certaines innovations méritent d'être mises en œuvre, surtout dans les zones non couvertes par le programme. C'est des technologies en tout cas qui permettent aux producteurs de stocker l'eau vraiment dans leurs champs afin de pouvoir améliorer leur production agricole. Les recommandations qui seront tirées de cet atelier, nous allons tout mettre en œuvre pour les mettre en exécution afin vraiment que ça fasse tache d'huile, que tous les sites qui n'avaient pas été touchés par ce programme puissent vraiment profiter des acquis de ce programme. Dans le bassin de la Volta, le programme Défi pour l'eau et l'alimentation s'est essentiellement intéressé à la construction de petits barrages et à la gestion intégrée des eaux pluviales. Évoquons à présent la problématique de la valorisation, de la conservation donc des ressources naturelles au Burkina Faso. C'est là tout l'enjeu d'un forum tenu à Fadane-Gourma par une coalition d'organisations non gouvernementales. De ces travaux, il est attendu une lutte cohérente et efficiente au nom de la pérennité de ces aires protégées. Abdul Rasmane Zongo nous fait le point. Beaucoup d'acteurs, dont des ONG locales, interviennent dans l'entretien et la conservation des aires protégées. Ces ONG, malheureusement, travaillent souvent de façon disparate, chacune à son endroit. Il est donc indispensable de provoquer une synergie des énergies en fédérant les efforts et actions, d'où ce forum de renforcement des capacités, d'échange d'expériences et de plaidoyer. Beaucoup de structures ont vraiment œuvré sur le terrain, c'est-à-dire les ONG et associations, mais bon, comme cela aussi, il y a des difficultés aussi sur le terrain, certains commencent et n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc je pense que cette initiative, nous ne pouvons qu'encourager et soutenir, qui va permettre de renforcer les capacités des différents acteurs sur le terrain. Aires protégées, ce sont des zones qui sont dédiées à la conservation des ressources naturelles. Ces ressources naturelles peuvent être fauniques, peuvent être du végétal ou tout autre. Donc c'est des endroits qui sont dédiés et où on va en fait empêcher l'exploitation par les humains dans une perspective de conservation de la biodiversité. L'initiative vient de 3 ONG locales, toutes pilotées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. L'objectif est de favoriser une meilleure valorisation et protection des ressources naturelles. Nouvel organigramme au ministère de la promotion de la femme et du genre. Nouveau défi pour plus de résultats. C'est en substance le message véhiculé par le chef du département au cours d'une tournée à l'intérieur du pays. À Tinkodogo, dans la région du centre-est, Nestorine Sangaré a décliné les nouvelles initiatives de son ministère et celles-ci nous sont rapportées par Maxime Zongo.
Présenter la stratégie 2013 de la composante spéciale création d'emplois pour les femmes et les jeunes, c'est l'objectif principal de cette tournée. Une opportunité saisie par Nessorine Sangaré pour expliquer dans les détails les innovations introduites au sein de son département pour rendre les actions beaucoup plus performantes et transparentes. Nous avons saisi l'opportunité pour leur présenter également l'opération Une femme, un acte de naissance et ainsi que les innovations qui sont en cours au sein du ministère actuellement, notamment la mise en place, l'adoption du nouvel organigramme, la création de la direction générale de l'entrepreneuriat féminin et nous avons également parlé des autres programmes sur lesquels le ministère travaille pour l'autonomisation économique, l'autonomisation sociopolitique et également pour le renforcement des capacités d'accès des femmes aux services sociaux de base. Tout au long des échanges, la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre et ses collaborateurs se sont évertués à rassurer les femmes sur les nombreuses opportunités et leur mode de gestion. Un ensemble de dispositions et d'initiatives pour prendre en compte toutes les diversités. Elle nous a fait savoir que les groupements féminins peuvent déposer des demandes pour avoir des soutiens en matériel, en technologie, pour tout ce qu'elles vont vouloir faire et pour vraiment améliorer leurs conditions de vie. Et ça nous a vraiment touchés. Nous sommes très contentes et nous remercions beaucoup le gouvernement, nous remercions donc Madame la ministre et tout son staff parce que nous, on n'attendait pas mieux que ça. Les femmes qui n'en demandaient pas mieux se sont abondamment exprimées sur leurs différentes préoccupations, leurs attentes, mais aussi leurs contributions pour le succès des différentes initiatives. L'appui des élus locaux a été fortement sollicité dans la conduite des opérations envisagées. Et puis ce décret qui vient de nous parvenir, décret numéro 2013-785/presse, portant institution d'un deuil de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Article 1er, suite au décès du colonel Seizerbo, ancien chef de l'État, il est institué un deuil de 72 heures allant du vendredi 20 septembre 2013 à 0 heure au dimanche 22 septembre 2013 à 24 heures sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Pendant cette période, les drapeaux se resteront en berne sur les édifices publics et les réjouissances populaires suspendues. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, fait à Ouagadougou le 19 septembre 2013 pour le président du Faso et par ordre le Premier ministre Béant Luc Adolphe Tiao. Cap à présent sur le centre-sud où plusieurs jeunes filles de la région se sont retrouvées à Manga pour une formation intensive. Leur point commun, en plus d'être adolescentes, elles sont issues de milieux défavorisés avec un contexte familial souvent précaire. Pendant 2 semaines, le ministère en charge de l'enseignement supérieur leur a fourni un appui pédagogique multiforme pour leur plein épanouissement dans la société. Ramatou Zidane nous en dit plus. Ce sketch illustre certaines difficultés de la scolarisation des jeunes filles, les disparités, les grossesses précoces et les abandons scolaires. Cette problématique est aujourd'hui au centre des préoccupations des autorités burkinabées, d'où une formation intensive d'habilitation et d'appui pédagogique à l'intention des adolescentes du secondaire. Au nombre de 94, elles sont venues des régions du centre-sud, du nord, du plateau central et du centre. À cette cérémonie de clôture, les autorités présentes ont pu assister à des expériences en physique-chimie et à des démonstrations de sécurisme et de sécurité routière. J'ai pu retenir de cette formation qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour réussir. Et il ne faut pas monter ses émotions devant les situations, que ce soit des bonnes situations ou des mauvaises situations. Par exemple, le savon liquide, le savon dur, je peux les utiliser pour faire le ménage et puis la lessive. Je peux utiliser le bitatore pour terminer la cuisine et continuer autre chose. Je peux aussi utiliser les connaissances théoriques qu'on a apprises ici pour pouvoir être meilleur en classe et ne pas avoir peur de lever la main pour participer. Ces 2 semaines passées à Manga ont permis à ces jeunes filles de renforcer leurs compétences pédagogiques.
Un accent particulier a été mis sur les matières scientifiques pour aiguiser davantage leur engouement. Il y avait d'abord les cours théoriques en histoire, géographie, français, mathématiques, PC et SVT. Et l'objectif là, c'était d'amener les filles à être plus participatives en classe, vaincre leur timidité. Et donc il y avait beaucoup d'exercices pratiques. Avec beaucoup d'émotion que j'ai vu le résultat. Il faut des actions de ce genre pour que véritablement on puisse sortir de l'ornière en la matière. À travers cette formation, la direction de l'éducation des filles et de la promotion du genre veut réduire un tant soit peu les inégalités du genre. Il s'agit également pour elle de veiller à l'accès, au maintien et à la réussite des jeunes filles à l'école. Après les pluies des 15, 16 et 17 août dernier, les habitants de Matiakwali sont restés dans la désolation pour avoir tout ou presque perdu par la force des eaux. Le cas des sinistrés de cette commune rurale de la province de la Tapoa, dans la région de l'Est, a touché plus d'un. Cette fois, l'ONG Qatar Charity s'est déportée sur les lieux avec des vivres, du matériel de secours et des fournitures scolaires. Oswald Gaïta Segueda et Karim Patrick Namono. Un mois après le passage des eaux, les sinistrés de Matiakwali demeurent sous assistance. Démunis mais solidaires, ils comptent sur la bonne volonté. Ce 18 septembre, c'est l'ONG Qatar Charity qui leur vient en aide. Des vivres et du matériel de secours d'urgence d'une valeur de 21 millions de francs CFA sont déployés. Nous sommes ici pour qu'on puisse faire un geste symbolique pour notre population et nous avons amené pour eux des vivres et des fournitures scolaires ainsi que des couvertures. Avec un coup de téléphone qu'on a eu, un bailleur de fonds qui a accepté de nous donner ce don pour notre population de Matiakwali. Ce don est composé également de fournitures scolaires. Une bouffée d'oxygène pour les parents à la veille de la rentrée. C'est un grand plaisir pour nous. En tout cas qu'ils viennent, qu'ils nous secourissent quoi. Ils viennent à notre secours et nous les remercions beaucoup. Et nous demandons toujours encore un soutien. C'est très bien parce qu'on a trouvé comme ça, c'est ça qu'on appelle la solidarité. Nous sommes touchés. À Matiakwali, tout ou presque est à reconstruire. Le marché, les champs et les concessions. L'horizon s'éclaircit donc péniblement. Malgré tout, on garde le sourire. La page culture de ce journal nous conduit à Toussiana, dans la région des Hauts-Bassins. La 9e édition de la promotion culturelle de la localité s'est achevée le week-end dernier dans une commune où la mobilisation a été sonnée. Cette année, la manifestation a placé la culture au service de la paix et du développement durable. Moumouni Barou. C'est la confrérie d'Ozo qui a donné le ton à cette finale de la 9e édition de Toussiana Vacances Culture. Après cette prestation, c'est parti pour les 5 finalistes, les Frères Unis de la Mission, l'Esprit de Ghetto de la Mission, Jeunesse Club de la Gare, Espoir de Mampois de Toussamba et Afrostar de la Ferme de montrer au public leur savoir-faire. Un public resté très ému tout au long de la compétition pour soutenir la culture. À l'arrivée, les premiers prix en sketch et en playback ont été remportés par la Jeunesse Club de la Gare. Quant au ballet traditionnel et ballet moderne, Espoir de Mampois et Afrostar se sont hissés au premier plan. La soirée a également été agrémentée par l'élection Miss Toussiana remportée par Pan Regina Barrow. À l'issue de cette soirée culturelle, les différents lauréats ont reçu des enveloppes allant de 30 000 à 40 000 francs CFA plus des gadgets. C'est une belle soirée, vraiment une soirée qui a été très bénéfique pour nous en tant que premier responsable de la collectivité parce que vous saviez le thème c'était sur la paix. Et vous conviendrez avec moi, sans la paix, nous, au niveau des collectivités territoriales, nous ne pouvons pas entreprendre les activités de développement. Promouvoir la culture, c'est quelque chose d'important. Et soutenir une association qui promeut la culture, en l'occurrence la culture toussienne,
Je crois que ça nécessite un encouragement. Les organisateurs se disent également satisfaits. Pour eux, toutes les troupes en compétition ont connu une performance spectaculaire. Le sentiment de joie qui m'anime ce soir, vu l'engouement autour de cette activité de Toussaint Vacances Culture. Nous sommes à notre 9e édition. Voilà donc cette 9e édition qui a démarré depuis le 15 août dernier, voilà donc, et qui a connu son apogée ce soir. Donc en témoigne quand même l'engouement autour de cette activité. La troupe Ketan Mafouan annonce déjà la couleur de ce qui sera comme plat d'entrée de la prochaine édition de Toussaint Vacances Culture, prévue en août 2014. Et puis, ce communiqué, avant de refermer cette édition, le président du Faso, président du Conseil des ministres, chef de l'État, a la profonde douleur d'annoncer le décès de ce jour 19 septembre 2013 à Ouagadougou des suites de maladie du colonel Seyi Zerbo, ancien chef de l'État. Au nom de l'ensemble du peuple burkinabé et en son nom propre, il présente à la famille de l'illustre disparu ses condoléances les plus attristées, fait à Ouagadougou le 19 septembre 2013 pour le président du Faso et par ordre le Premier ministre Béant Luc Adolphe Tiao. Et puis ce décret numéro 2013-785/presse portant institution d'un deuil de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Article 1er, suite au décès du colonel Seyi Zerbo, ancien chef de l'État, il est institué un deuil de 72 heures allant du vendredi 20 septembre 2013 à 0h au dimanche 22 septembre 2013 à 24 heures sur toute l'étendue du territoire national. Article numéro 2. Pendant cette période, les drapeaux resteront en berne sur les édifices publics et les réjouissances populaires suspendues. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Fait à Ouagadougou le 19 septembre 2013 pour le président du Faso et par ordre le Premier ministre Béant Luc Adolphe Tiao. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.